Pour moi, l'instruction en famille, c'est des parents hyper investis en fait dans l'éducation de leurs enfants, et d'attaquer ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Lors de notre dernière inspection, il y avait donc un inspecteur et une professeure qui nous a dit mais vous êtes super investis, c'est génial. Nous, on a plein de parents, de collégiens scolarisés qui ne les suivent pas du tout, et on aimerait avoir des parents comme vous qui s'investissent. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast, vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement, et nous mettrons aussi en avant toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneur. N'oubliez pas notre podcast sur le sport, Tout un sport, avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle « Votre histoire est un cadeau ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook. Votre histoire est un cadeau, tout attaché. Allez, bonne écoute à vous. Eh bien donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je me retrouve avec Rémi, c'est la deuxième fois que Rémi est sur le podcast et je vais expliquer pourquoi, et avec Hélène, donc qui est sa femme, et aujourd'hui on va parler d'instruction en famille. Donc pour expliquer un petit peu le pourquoi, Rémi, à l'époque tu étais venu sur le podcast avec Gilles, ton associé, pour parler de Mon Petit Marché Public. Et on avait parlé du fait que tes enfants faisaient l'école à domicile, l'autre nom qu'on peut donner aussi. Et j'avais dit que ça m'intéressait de savoir comment ça marchait. Je suis un grand curieux. Et quand on s'est revus dernièrement pour parler un peu boulot, tu m'as expliqué qu'il y avait eu des changements en plus dans les lois et dans toute la réglementation. Donc on a dit allez bingo, on y va, on fonce et on fait l'épisode. Donc déjà... Hélène, bonjour. Bonjour. Rémi, bonjour. Bonjour. Moi, ce que je vous propose, c'est que pour ceux qui veulent écouter le portrait chinois, puisque c'est une habitude sur le podcast Allez Vas-y, de Rémi, vous n'avez qu'à aller écouter son épisode, je le remettrai dans les notes du podcast. Et honneur aux dames, on va faire, Hélène, ton portrait chinois. Donc je vais te donner un mot, puis tu me donneras le premier qui te vient à l'esprit, ce qui permettra aux gens de un peu mieux de commencer à te connaître, et puis après on fera connaissance et on rentrera dans le podcast. Si je te demande un lieu, qu'est-ce que tu me dirais ? Donc un lieu, moi je dirais la Terre en fait. Enfin, c'est pas un lieu précis en effet. Moi j'ai une image dézoomée de la planète Terre. Parce qu'on est un peu... on est tous ici et... je me considère pas être en France ou en Espagne. Pour moi, on est dans un milieu, dans un environnement dans lequel il faut vivre et dont il faut prendre soin. Voilà. Très bonne image, j'aime bien l'approche. Si je te demande un plaisir gourmand, est-ce qu'il serait plutôt sucré ou plutôt salé ? Alors, je suis très très salée, mais plaisir gourmand, ce qui me vient quand même malgré tout, c'est quelque chose de sucré, c'est le merveilleux au chocolat blanc spéculoos. Au merveilleux chez Fred, voilà, je c'est suppose. ça. Ouais, forcément. Pour ceux qui n'ont pas la ref, vous irez sur Internet. Aujourd'hui, on peut plus dire qu'ils sont originaires du Nord, mais on peut plus dire qu'ils sont dans le Nord, puisque sur mon podcast Loin de chez soi, je parlais avec Jimmy et il me disait le bonheur, ils viennent d'ouvrir à Montréal, ils sont à New York, ils sont au Japon, ils sont partout. Donc, partout. Donc mais effectivement, je partage ce plaisir gourmand-là. Si je te demande une passion ou un passe-temps, ou peut-être l'un et l'autre, parce que des fois, on peut avoir une passion qui n'est pas un passe-temps et inversement. Oui, alors moi, c'est les deux, c'est l'improvisation, le théâtre d'improvisation. D'accord. J'ai fait beaucoup de théâtre et là ça fait 3-4 ans que je fais de l'impro et on monte une troupe avec des copains. Donc c'est une vraie passion. Ok, donc bientôt donc là, pour ceux qui vont écouter, on saura si l'épisode est sorti ou pas avant, mais j'ai Philippe Despature qui qui travaille dans le théâtre d'improvisation, qui est président de la Ligue du Nord d'improvisation, etc., que tu connais peut-être. Un peu, oui. Voilà, donc comme quoi, il y a des liens. Le monde est tout petit, tu as raison, la planète Terre. C'est ça. Si je te demande une personne ou une personnalité qui t'a inspiré, qui a compté, tu parlerais de qui ? Alors, c'est difficile. Personnalité, j'en aurais pas forcément.
Donc j'irais plutôt sur une personne. Et alors là, attention, je dirais Rémi, mon mari. Oh, c'est beau. Je suis honoré. C'est beau, ça me touche. Ok, d'accord. Et pour une raison particulière ? Oui, parce que c'est quelqu'un qui essaye de mettre en pratique des valeurs qu'il a. Enfin voilà, de passer à l'acte. Ok, très bien. Très bien. Alors, c'est assez original. J'ai envie de dire, c'est peut-être pas la première fois, mais sur Allez, vas-y, c'est la première fois. Ouais. Sur Loin de chez soi, j'avais, mais là, j'ai un couple. Donc, je trouve original. Et c'est peut-être je devrais pas le dire, c'est peut-être casse-gueule. Mais j'aimerais vous présenter sur un portrait croisé. Donc, c'est-à-dire, Rémi, tu vas présenter Hélène, et Hélène, tu vas présenter Rémi. Donc, comme Hélène, tu viens de parler, je vais passer la parole à Rémi. Je vais te laisser présenter Hélène dans les grandes lignes et après, ce sera inversement. Et après, on expliquera votre parcours par rapport à l'instruction en famille. En effet, Fred, c'est peut-être casse-gueule. Je vais essayer de pas me casser la gueule. Surtout après ce que tu viens de dire. Là, t'as la pression. J'ai une certaine pression. Alors, Hélène, pour la présenter rapidement, c'est ma femme, c'est ma chérie. Ça, il n'y a pas de doute. On a d'ailleurs, par hasard, je ne sais plus de quoi on parlait hier, mais on a compté que ça fait 25 ans qu'on est ensemble cette année. Donc, ça commence à compter. Donc, on s'est rencontrés assez jeunes pendant nos études. Et puis voilà, ça a tout de suite matché et on est restés très longtemps ensemble et encore pour très longtemps. Alors, présenter Hélène... pour moi, c'est une femme et une mère parfaite. Tu vois. Voilà, maintenant, la pression, elle vient sur toi. On va se renvoyer la pression comme une petite balle. Donc, Hélène, elle est originaire de l'Aisne, de Soissons, dans l'Aisne. On s'est rencontrés à Lille pour nos études. Elle vient d'une famille nombreuse, puisqu'ils sont 4 enfants. Elle a été touchée, je pense, par le divorce de ses parents. Mais même avant ça, et donc elle a gardé une proximité certaine avec sa maman, qui nous a quittés depuis. Mais je dirais que pour moi, ce qui la définit, notamment sa personnalité, c'est son côté révolté. Je l'ai souvent... comparée, ou pas qualifiée avec ce terme-là. Elle est contre les idées reçues, mais naturellement et viscéralement en fait. C'est un truc que moi j'ai eu du mal parfois à accepter, tellement c'est fort chez elle, mais que souvent j'admire parce que elle se place sur un niveau qu'on a du mal à imaginer. On va parler d'un sujet quel qu'il soit, et elle va prendre un recul tellement fort, et elle va remettre en question des choses que peu de gens remettent en question. Voilà, moi, c'est comme ça que je définirais Hélène. Merci. Hélène, si tu pouvais nous présenter Rémi. Donc Rémi vient de la région parisienne, il a un frère, ses parents étaient plutôt aisés, mais pas dès le début. Enfin voilà, ton père était ouvrier à la base, et puis après il a gravi les échelons. Alors moi, je définirais Rémi, en effet, pas par son métier, mais plus par son état d'esprit. C'est quelqu'un de posé, alors à l'inverse de moi, donc justement, on s'équilibre, je vais dire. Très, très posé. C'est vrai que donc, moi, comme il disait, j'ai tendance à m'emporter, et le fait d'avoir quelqu'un de posé en face, ça permet aussi de structurer un peu plus les choses. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, qui a soif de découvrir des choses, des points de vue, et qui, avec son côté posé, va mettre en œuvre ces choses-là. Okay. Et je rappelle aussi, parce que c'est important, tu as parlé, puisque on a fait ton portrait chinois, et ceux qui veulent découvrir Rémi iront écouter, mais tu fais aussi beaucoup de sport. Et donc toi tu as aussi, c'est une façon de montrer aussi que tous les deux vous avez votre équilibre avec toi le théâtre et puis Rémi le sport. C'est important aussi déjà de le placer parce que ça permettra de peut-être expliquer certaines choses. Donc on est aujourd'hui ensemble pour parler de l'instruction en famille. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours de vie, à quel âge entre guillemets vos enfants sont arrivés, quel âge vous aviez quand
quand vous avez eu les enfants et est-ce que l'instruction en famille, ça a été tout de suite ou d'abord ils ont été à l'école et puis après vous avez réfléchi, enfin, voilà, pour qu'on essaye de construire petit à petit comment vous avez pris ces décisions-là. Oui, alors on a 3 enfants, 15 ans, 12 ans et 10 ans. Donc notre première, on l'a eu en 2007. Donc moi, j'avais 27 ans et Rémi 30 ans. Et alors, l'instruction en famille, c'est pas quelque chose qu'on connaissait à la base. Donc quand on a eu des enfants, on s'est pas dit, c'est sûr, on fera l'instruction en famille, puisqu'on ignorait totalement l'existence de ça. On a connu cette possibilité en janvier 2019. Donc vraiment bien après, quand notre plus grande avait 12 ans. Donc ils ont démarré leur scolarité normale, ils ont été à l'école. Et les 3 ont été scolarisés, donc notre plus grande jusqu'en 5e, donc c'est Amandine, Lola jusqu'en CM1 et Romane jusqu'en CP. D'accord. Jusqu'à la révélation de janvier 2019. Alors justement, d'où vient cette révélation? C'est cool, on a un teasing. C'est ça. D'où vient cette révélation? Alors en fait, on discutait beaucoup avec des parents à la grille de l'école, le matin, le soir, en allant les rechercher, et avec 2 autres couples principalement en fait, où on discutait beaucoup de ce qui se passait dans l'école, de ce qu'on trouvait un petit peu, plutôt anormal, les choses qui pouvaient un petit peu nous révolter, quoi. Et ça, pendant des années. Et puis, à force de discuter, on a eu connaissance des écoles démocratiques qui ouvrent un petit peu partout. Et puis, de fil en aiguille, en discutant avec ces personnes-là, on s'est rendu compte que l'instruction était obligatoire, mais pas l'école. Et alors là, ça a vraiment été un choc, quoi. Moi, ça m'a énormément parlé. Je me suis dit, comment ça? On n'est pas obligé de déposer nos enfants à cet endroit-là tous les matins. C'est pas une obligation. Et là, ça a ouvert le champ des possibles. Ok. Juste école démocratique, parce que c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Donc moi, j'ai encore une fois ce côté curieux qui sonne en moi. C'est quoi l'école démocratique? Si tu peux le résumer en quelques mots, si tu maîtrises, hein, bien sûr. Si tu maîtrises pas de souci. Les écoles démocratiques, c'est vraiment basé sur... Il y en a une à Villeneuve-d'Ascq, notamment. Le principe, c'est que chaque enfant a une voix et chaque adulte a une voix. Donc, en fait, il n'y a pas de hiérarchie entre adultes et enfants. Chaque voix a le même poids dans les décisions prises dans l'école. D'accord, bon, on laissera les gens aller voir s'ils veulent plus d'informations, mais au moins on a un peu la vision. Et effectivement... c'est intéressant ce que tu dis sur l'instruction qui est obligatoire et pas l'école, parce que j'avoue que si on m'avait demandé, je savais qu'il existait l'instruction à l'école, mais je ne savais pas comment les textes étaient écrits. Et effectivement, dans les textes, c'est bien écrit, c'est l'instruction qui est obligatoire de 3 ans à 16 ans, et pas l'école en tant que telle. Donc, effectivement, l'instruction à domicile, en famille, est possible de se faire. Sachant que le fait que ce soit à partir de 3 ans, ça, c'est aussi très récent. Ça date de 2019. D'accord. Avant, l'obligation d'instruction, elle commençait à 6 ans. Ok, d'accord, très bien. Ouais, c'est bien, tu as bien fait de le préciser. Et donc en janvier 2019 arrive le début de la prise de conscience et donc vous décidez de dire à la rentrée de septembre 2019, on change complètement, ou comment ça s'est passé? C'est ça, on s'est projeté sur septembre 2019 en disant si c'était possible, comment on doit s'organiser pour rendre ça possible en septembre. Et donc on a réfléchi, on a échangé beaucoup. Déjà on a soumis cette idée-là à nos 3 filles, parce que c'est elles les premières concernées. On leur a dit voilà, ça serait possible, ça serait peut-être possible si les parents s'organisent, si on fait des choix, etc. Est-ce que ça vous intéresserait de tester, de ne plus aller au collège, de ne plus aller à l'école et de s'instruire avec nous, avec les parents? Et donc ça, c'était la première étape. Et elles ont dit, ouais, pourquoi pas. C'est vrai que nous, il y a des trucs qu'on n'aime pas trop à l'école, les injustices au collège, etc. Le fait d'être soumis aux ordres, entre guillemets. Voilà, c'était des choses qu'elles vivaient comme tous les enfants de leur âge et qu'elles acceptaient. Mais quand on leur a dit qu'il y avait une autre possibilité, elles ont dit, ok, on aimerait bien essayer. Okay. C'était vraiment ça la démarche, à la fois de nous 2 et des 3 filles, c'était allons-y, si c'est possible, essayons.
Et en termes de, parce que moi c'est le premier élément qui me vient en tête, en termes social, le fait de se retrouver en famille, et je me doute qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte et que vous avez géré ça et vous allez l'expliquer, mais dans leurs remarques, là tu me donnes les éléments positifs. Qu'est-ce qu'il y a eu comme crainte de leur part, notamment au fait de je vais plus aller tous les jours voir les copines avec qui j'avais l'habitude de parler? Je pense que leur crainte, c'était principalement de sortir du système le plus commun, mais pas de ne plus voir leurs amis, parce que ça, on les invite à la maison, il n'y a pas de... quand on dit instruction en famille, comme tu le disais, ça veut dire que la famille va être référente, mais il y a une multitude de personnes qui les entourent. On n'est pas enfermé à la maison. Voilà. Donc, il n'y avait pas beaucoup de crainte en fait de leur part. Il y avait plus une envie de découvrir, de découvrir une autre façon de faire. Et nous, de notre côté, on était contents de pouvoir leur proposer d'essayer de vivre en étant plus à l'écoute de leurs besoins, de leurs envies, et de pouvoir se réapproprier un petit peu ces journées, en fait, tout simplement. Donc elles ont été quand même scolarisées assez longtemps, surtout notre première, jusqu'en 5e inclus. On était énormément investis quand elles étaient scolarisées. Rémi était président de l'APE, de l'école primaire. On a été parents élus, délégués, conseil d'école, etc., pour essayer de faire bouger les choses de l'intérieur. Et on a déchanté quand même. On voit que c'est très 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 compliqué, que c'est une structure qui est mise en place. Et bon, oui, ils ont besoin de parents délégués pour cocher la case comme quoi les parents ont été consultés, mais on n'a pas de poids sur les décisions prises dans la pédagogie, dans toute la philosophie qui peut être mise dans les écoles. Donc on a accompagné beaucoup de sorties de classe, donc on voyait vraiment de l'intérieur comment ça se passait. Il y a des choses vraiment, moi, qui me choquaient, qui me révoltaient. Quand un enfant ne peut pas aller faire pipi quand il veut, ou au contraire doit aller faire pipi alors qu'il n'a pas envie, mais c'est parce que voilà, c'est à cette heure-là, tout le monde y va. Il y a une sortie qui me revient à l'esprit aussi. Il y avait un pique-nique d'organiser parce que c'était une sortie sportive, etc. Et il y avait des enfants qui avaient fini leur sandwich et qui voulaient passer au dessert. Et donc, je leur disais de passer au dessert. Mais ils avaient peur parce que la maîtresse n'avait pas donné le feu vert, en fait. Et c'était une maîtresse qui était un peu beaucoup impressionnante. Et il n'y avait pas beaucoup de bienveillance, quoi. C'est-à-dire, c'était un enfant qui disait bonjour timidement était singé par sa maîtresse. Enfin, voilà. Il y avait des choses vraiment très, très choquantes. Et je me dis, mais en fait, là, les enfants, ce qu'on leur apprend, c'est à se couper de leurs besoins primaires, c'est-à-dire à arrêter d'écouter vos besoins vraiment de base. Quand tu as envie de faire pipi, non, en fait, tu n'as pas envie de faire pipi. Quand tu es fatigué, pour les maternelles, voilà, il y a 1 heure pour dormir, il y a 1 heure pour se réveiller, etc. Donc, on coupe tous les élans, vraiment, pour moi, primaires. Voilà. Et le fait de faire ça très jeune et sur des années, après, moi, ça ne m'étonne pas qu'on ait du mal à trouver sa voie, qu'on ait à 40 ans des remises en question, etc. Parce que c'est quelque chose qui est ancré très profondément et depuis tout jeune. Donc, c'est un peu... je pense qu'on leur fait du mal, quoi, quand on fait ça. Et donc, de pouvoir leur offrir cette possibilité d'être plus à l'écoute et revenir aux sources, c'était... un vrai bonheur pour nous, psychologiquement, qu'elles puissent au moins tenter l'expérience. Après, si ça ne leur plaisait pas, il y avait toujours la possibilité de retourner à l'école. Ça n'a jamais été fermé, ça, jamais. Bonjour, ici c'est Fred du montage. L'intérêt du podcast, c'est de pouvoir échanger et suite à l'écoute qu'ont eu Hélène et Rémi, ils ont voulu compléter un propos sur la sociabilisation. Et donc je laisse Hélène prendre la parole. Elle nous a envoyé un petit audio qu'on insère juste après. Et puis ensuite... on retourne au podcast. Alors, concernant la sociabilisation, moi, je remarque quand même qu'on ne se pose jamais la question pour les enfants qui sont scolarisés. Ce qui sous-entend que, voilà, quand on est scolarisé, on est sociabilisé. Alors, moi, je voudrais qu'on interroge ça. En fait, qu'est-ce que la sociabilisation ? Dans une école, dans un collège, un enfant est dans un lieu clos avec des enfants nés la même année que lui.
et un adulte ou plusieurs adultes qui donnent des instructions. Alors voilà, se pose la question de qu'est-ce que la sociabilisation ? C'est vivre en groupe, apprendre à vivre en société. Et on le voit bien quand on est à l'âge adulte, dans le monde du travail, ou bien même dans un monde, dans nos activités associatives ou quoi, on est bien dans une société multi-âge. Et donc, je pense que là, on peut vraiment quand même se poser la question, est-ce que l'école apprend ça ? Je n'en suis pas convaincue. Je pense que l'instruction en famille a quand même cet avantage d'apporter cette ouverture aux enfants, cette ouverture en termes de lieux. Voilà, on apprend dans différents lieux, on apprend avec des personnes de tous âges, et je pense que ça prépare vraiment bien à la vie en société, l'instruction en famille. Allez, retour au podcast. Merci Hélène pour ce complément d'information. Avant de vous poser des questions plus sur l'organisation, etc., parce que moi j'ai aussi cette question en tant que parent, dire oula, 5e, 4e, 3e, mon Dieu, rien que de penser à devoir me remettre dans certains projets. Mais si aujourd'hui il y avait une école qui ressemble à celle qu'on peut voir au Danemark, à celle qu'on peut voir en Finlande, où ce que tu expliques, où les émotions des enfants, elles sont questionnées, où la manière de se sentir, elle est questionnée, etc. Sur le côté un peu aussi, l'enfant a sa place et puis il peut décider certaines choses, comme ça existe aussi un peu au Canada. Si aujourd'hui il y avait cette école-là, est-ce que vous feriez quand même l'instruction en famille, ou vous diriez, est-ce que c'est plus par manque d'une structure comme vous l'envisagez, que vous faites l'instruction en famille, ou aujourd'hui, en ayant testé, vous vous dites je ferai l'instruction en famille quand même? Tout à fait. Enfin, c'est vraiment par manque qualitatif, en fait. Donc, si en effet une école était proposée, comme tu le dis, on serait vraiment partant pour qu'elles y retournent, avec toujours cette possibilité aussi, si elles n'y trouvent pas leur compte, de refaire l'instruction en famille. En fait, nous, on est pour la liberté de choisir, en fait, tout simplement. Et l'idéal, ce serait de pouvoir faire des allers-retours, parce qu'on évolue aussi. Donc, on n'a pas les mêmes besoins à 7 ans, à 12 ans. On n'a pas les mêmes besoins, même quand on a 12 ans, chaque enfant a des besoins différents dans ce même âge. Donc, l'idéal, ce serait de pouvoir être libre, d'aller dans une école comme ça, très qualitative, ou de faire l'instruction en famille, de faire des allers-retours. Et on peut faire le parallèle avec la vie adulte, parce qu'il y a une très grande scission entre comment considérer les enfants et comment considérer les adultes, vraiment de manière très différente. Mais on imagine, on apprécie en tant qu'adulte de pouvoir changer de travail, aller dans une grande entreprise, y voir des avantages et des inconvénients, aller dans une toute petite entreprise, y voir d'autres avantages, d'autres inconvénients, monter son entreprise. Enfin voilà, cette liberté qu'on donne aux adultes, elle nous paraît tout à fait normale. Et ce qui nous paraît pas normal, c'est ce qu'on impose aux enfants. Enfin, voilà, c'est vraiment deux manières de... Quand on est enfant, on a certains droits et devoirs. Et quand on est adulte, on a d'autres droits et devoirs, et c'est vraiment pas les mêmes. Et moi, j'interroge vraiment ça. Quel est le sens profond de ça, quoi? Là, le parallèle est très intéressant à questionner. Donc, pour revenir à du terre-à-terre, parce que moi, j'aime bien le côté terre-à-terre aussi, quand vous décidez de faire l'instruction en famille, vous avez quand même des profils en termes d'âge très variés. Et moi, la première question, il y en aura d'autres, mais comment vous questionnez, vous, en termes de compétences pour accompagner les enfants? Parce que moi, perso, dès que mes garçons là, qui sont 4e, 3e me demandent des trucs, dès que c'est... mon Dieu, ça fait appel à trop. Heureusement que j'ai Internet aujourd'hui. Je pense que, sincèrement, je serais incapable de me ressouvenir de certains trucs. Donc, comment vous êtes questionné sur... l'accompagnement que vous alliez leur donner? En fait, on est peut-être un petit peu, naïf ou rêveur, mais on s'est dit, c'est aussi une occasion de se replonger dedans, tu vois, plutôt que de se dire, comment je vais faire, on a confiance en nous, oui, ça, on peut pas le cacher, et on s'est dit, voilà, le programme de 4e l'année prochaine... je m'en souviens pas du tout, ça c'est sûr. Mais tu m'as rassuré. Tu m'as dit je le maîtrise sur le bout des doigts.
Mais je vais me remettre dedans et ce sera l'occasion de passer du temps avec Amandine, pour l'exemple de la 4e, mais c'est pareil pour Lola et Romane. Et voilà, on a plutôt saisi cette opportunité plutôt que de se dire ah oui, j'ai pas le niveau, quoi. Oui, peut-être qu'à l'instant T, on n'avait pas le niveau, mais on avait confiance en nous pour l'avoir à l'instant T plus 1. Sachant que quelque part, oui, il y avait un changement, mais quand elles étaient scolarisées, on les accompagnait aussi énormément pour les devoirs du soir, etc. On reprenait beaucoup de choses avec elles. En anglais, voilà, quand ça n'avait pas été compris, on reprenait les choses. Donc de toute façon, même scolarisées, on les accompagnait énormément. Donc on se remet dans le programme à chaque fois de toute façon. Il y avait déjà cette dynamique chez vous dans l'approche où vous étiez dans l'accompagnement déjà. Énormément. Ouais. Okay. Et puis Amandine et Lola ont sauté une classe quand elles étaient scolarisées. Okay. Donc on était déjà à la base de toute façon, elles avaient soif d'apprendre, donc on était tout le temps à proposer en fait des notions, des nouvelles choses. Donc on était déjà dans cette démarche. Donc ça s'est juste amplifié. Okay. Mais voilà pourquoi on était assez confiants dans cet accompagnement. Et comment ça s'est, de janvier 2019, maintenant que j'ai ma réponse sur comment on les accompagne, de janvier 2019 à septembre 2019, ça a été quoi les grandes étapes, et notamment même pour elles, par rapport aux copains-copines, etc., et puis à la manière dont vous avez dû vous organiser? C'était quoi les grandes étapes, même pour vous, en termes d'organisation de vie pro, parce que je sais que ça impacte aussi? C'était ça, les premières étapes vraiment structurantes, c'était se dégager du temps, donc changer de métier pour être 100% disponible pour nos 3 filles. Et donc, l'organisation qu'on a choisie au début, et donc ça a mis du temps de janvier à septembre, on a tous les deux modifié notre temps de travail, donc on est tous les deux passés à 50%. Alors on était fonctionnaires tous les deux à cette époque-là. On est tous les deux passés à 50%. Avec chacun des difficultés au sein de nos entreprises, enfin avec notre employeur, parce que ça s'est pas fait. Voilà. Donc voilà, on est passé à 50% et on était en quinconce. C'était ça le mode d'organisation. Donc à partir de septembre 2019, à la rentrée, on était chacun. Hélène, elle était 2 jours et demi à la maison, et moi j'étais les 2 autres jours et demi à la maison. Et c'est comme ça qu'on couvrait les 5 jours de semaine et qu'on couvrait la disponibilité nécessaire et indispensable pour accompagner nos 3 filles. Alors je vais poser pareil la question terre à terre. Quand on diminue son salaire de 50%, je sais de quoi je parle. Plus que 50% même pas. Mais en tout cas, il y a une vraie, et tous les deux en plus, il y a une vraie remise en question, entre guillemets, peut-être des habitudes. Je ne sais pas comment ça s'est organisé pour vous, mais je suis persuadé que quelqu'un qui écoute là, il va se dire, Fred, si tu ne poses pas la question, j'ai envie de la poser, donc je vous la pose, effectivement. Tout à fait, et nous aussi on se l'est posée. Forcément. Et en fait, en passant à 50%, on a en parallèle aussi monté notre entreprise chacun de notre côté. D'accord. Pour pouvoir justement compléter et avec comme objectif à terme de pouvoir se mettre complètement en disponibilité pour vivre à 100% de nos auto-entreprises respectives. Ok, d'accord. Donc Rémi, les gens, vous irez écouter le podcast, vous êtes obligés, vous n'avez pas le choix. On va faire exprès de ne pas trop raconter ce que Rémi fait. Mais Hélène, moi je serais curieux de savoir ce que tu as mis en place comme entreprise. Et puis on fera un petit parallèle, on reviendra un tout petit peu sur mon petit marché public, sur la manière dont vous avez organisé, parce que même si on crée son entreprise, on n'a plus ces mêmes contraintes de présence. Par contre, on a des contraintes de réussir à mener son activité quand même. Donc, c'est quoi l'activité que tu as développée? Alors, j'ai monté une activité de voix off. D'accord. Voilà, donc j'ai un petit home studio, donc voilà, à domicile aussi, donc très, très pratique. Voilà, alors pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui m'intéressait déjà depuis 15 ans auparavant. J'avais déjà regardé comment être voix off, etc. Et puis ce que j'avais vu, c'est que s'il fallait être vraiment sur Paris, voilà, ça me paraissait inaccessible, donc voilà, j'avais laissé tomber l'idée. Et puis les rencontres font que donc j'ai pris des cours de théâtre, d'impro et de chant, et au chant j'ai rencontré une personne qui était et qui est toujours voix off à Lambersart dans le Nord, quoi. Donc je me suis dit, mais donc on peut en vivre hors Paris, et donc du coup voilà, de fil en aiguille, voilà, j'ai discuté avec cette personne et j'ai décidé de me lancer là-dedans. Ok, donc
je suppose, et tu vas répondre à ma question très rapidement, mais je suppose qu'en plus, ton activité, elle a encore plus été possible à distance avec le Covid, puisqu'on s'est rendu compte avec le Covid que tout ce qu'on était obligé de faire en présentiel à des endroits, on pouvait le faire aussi à distance. Donc, il y a dû avoir un changement que tu as dû voir apparaître qui n'existait pas avant. Avec le télétravail, en fait, tu veux dire, c'est en ça ? fait, le fait qu'aujourd'hui, on puisse se dire, tiens, tu peux faire de la voix off à distance, encore une fois, je pense que dans plein de mentalités, en septembre 2019, il y a des gens qui devaient se dire c'est impossible, et aujourd'hui, tiens, je vous envoie les fichiers, vous me faites la voix off, vous la travaillez. Oui, voilà, tout à fait. Il n'y a pas besoin, en effet, d'aller en studio professionnel, chez la... Voilà, oui, on peut le faire de chez soi à partir du moment où on a un équipement quand même minimum et de qualité, voilà. Oui, et tout puis à fait. Ta voix, en fait, puisque c'est ton outil voilà, numéro 1. Voilà, c'est l'outil de travail, Okay, voilà, tout à fait. Donc, cette activité, on va rester là-dessus, puis après, on reviendra sur la manière dont vous avez mis en place. Cette activité, aujourd'hui, au moment où tu l'as lancée, tu l'organisais en faisant en sorte que tu travailles le soir après l'instruction, etc. Comment ça s'est mis en place ? Alors, non, je travaillais plutôt en journée et il n'y avait pas d'horaire précis, ça dépend des commandes en fait, et il faut être assez réactif. Donc c'était plutôt, il fallait pouvoir répondre rapidement dans l'heure aux commandes. Et en fait, c'était possible parce que avec justement l'instruction en famille, ça n'est pas l'école à la maison. Donc on reproduit pas ce qu'on fait à l'école chez nous, sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt, autant aller à l'école. Donc au niveau de l'enseignement, de toute façon, nos filles sont très, très autonomes. On les accompagne beaucoup aussi, mais c'est aussi sur des sujets qu'elles veulent, elles, le creuser, etc. Et on passe... alors, très concrètement, pour donner une journée schématique, mais bon, ça peut bouger, évidemment, mais le matin, en général, c'est ce qu'on appelle un temps scolaire, donc c'est-à-dire qu'on se colle au programme scolaire pour balayer toutes les notions qui sont vues, qui sont proposées dans le programme scolaire. Donc ça prend la matinée. Et puis après, l'après-midi, c'est beaucoup plus libre, en fait. Elles ne sont pas cantonnées au programme scolaire, elles peuvent approfondir un sujet qu'elles adorent. Lola adore les minéraux, elle fait les minéraux. Romane adore tout ce qui est construction, elle fait construction. Amandine aime l'anglais, elle fait de l'anglais. Enfin voilà, c'est vraiment hors programme scolaire. Et donc les après-midi, elles sont beaucoup plus autonomes et donc nous, de ce fait, beaucoup plus libres aussi pour nos activités d'auto-entreprise. Ok, donc ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en fait, l'instruction en famille vous permet de mettre en place un peu le schéma, on va dire allemand, et le schéma dans beaucoup d'autres pays en termes d'école, c'est il y a besoin, en fait, entre guillemets, si on fait une bonne instruction, que le matin et l'après-midi, ça peut être le développement de l'humain, pour en parler comme ça, que ce soit du sport, que ce soit des passions, que ce soit ou creuser. Mais aujourd'hui, on se rend compte que si on faisait ça comme ça, ça marcherait. Ah, complètement. Il n'y a pas besoin d'être matin et après-midi assis sur une chaise pour apprendre, même au contraire. Je pense que c'est contre-productif. Ça marcherait mieux, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, pour revenir un petit peu en arrière, parce qu'on a fait cette petite parenthèse, au moment où vous avez voulu donc les enlever de l'école, comment ça s'est passé pour elles par rapport à l'explication avec leurs copains-copines ? Est-ce qu'elles ont... vous aviez préparé un discours tout fait pour qu'elles évitent de dire des mauvais mots ou autre, ou vous avez laissé les choses se faire ? On a laissé les choses se faire, vraiment. Au final, je pense qu'elles l'ont dit à très peu de personnes, très peu de personnes étant les camarades proches qu'elles avaient. Oui. Et sur une classe de 25 ou de 30... voilà, tu dis ça à 4-5 personnes et je pense que tu as fait le tour. Ça suffit, ouais. Donc, okay. Oui, et puis étant dans l'APE, ça s'est su par tout le monde rapidement. Après, c'est vrai que le discours qui est le plus accepté, notamment par les enseignants, etc., c'est quand on explique qu'on va faire l'instruction en famille parce qu'on veut voyager. Là, c'est plus accepté que si c'est pour des raisons plus philosophiques. Ouais. Et donc, on va faire un retour en arrière, mais au moment où vous avez décidé de faire l'instruction en famille, à cette époque-là, puisque les choses ont changé aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était quoi les démarches que vous aviez à faire et comment ça se passait au niveau des contrôles ou autres, et vous nous direz ce qui a un petit peu changé aujourd'hui ou voire beaucoup changé. Oui, beaucoup changé, on y viendra. À l'époque, c'était, on pouvait sortir... tu peux sortir ton enfant, sortir ton enfant du jour au lendemain.
D'accord. Et tu avais 8 jours pour déclarer ce choix à la mairie et à l'éducation nationale. Ok. Et donc tu pouvais commencer par sortir ton enfant. D'accord. C'est un truc Ok, qui, avec les yeux d'aujourd'hui, semble Et en complètement plein milieu fou. de l'année. En plein milieu de l'année, D'accord. en plein milieu de... Ok. Je n'irais pas dire jusqu'à dire de journée, Oui, oui. mais enfin voilà. Ouais. Et c'était tout à fait adapté parce qu'il y avait vraiment, il y a des situations d'enfants où c'est ça la bonne méthode. Il y a vraiment, enfin voilà, on va peut-être pas développer, mais Ouais. et voilà, il y a des enfants qui sont en mal-être à l'école, qui sont harcelés, etc. C'était la bonne méthode. Tu peux sortir ton enfant et ensuite tu t'organises. Tu as 8 jours pour déclarer et tu t'organises. Mais le bien-être de l'enfant, il passait en premier. D'accord. Ok. C'était ça la règle. Et ensuite, une fois que tu avais déclaré l'instruction en famille, tu étais contrôlé par 2 personnes, la mairie de ton domicile, qui vient plutôt voir l'aspect social, environnemental, etc. Est-ce que tu n'es pas plus maltraité en tant qu'enfant à ta maison que ailleurs? Et puis il y a l'éducation nationale, donc des inspecteurs de l'éducation nationale, donc les mêmes inspecteurs qui vont inspecter les enseignants dans les écoles, qui viennent à ton domicile une fois par an et qui regardent quels sont les moyens que tu as mis en œuvre pour assurer l'instruction. Voilà, c'était ça, l'ancienne loi, c'était déclaration sous 8 jours, puis double contrôle. Ok, donc vous avez organisé ça avec du temps, entre guillemets, c'était pas du jour au lendemain. Ouais. Et je vais faire un clin d'œil pendant que le truc me passe dans le cerveau, je l'avais même pas. Mais vous commencez en septembre 2019. Dites-le moi, mais les gens verront pas votre sourire, mais quand en mars 2020 on annonce que toutes les écoles sont fermées, vous avez forcément dû sourire. Enfin, il y a un truc qui a dû vous dire, on est bon quoi. Ouais. Puis on s'est dit, là, on échappe à tout ce qu'on entendait sur le prof a envoyé tel truc par mail, et puis il y a une visio à telle heure, et puis tout le casse-tête des enfants scolarisés. On était vraiment contents d'y échapper, c'est clair. On l'a suivi à distance, et c'est vrai que pour nous, à chaque fois, quand les gens, nos amis ou les parents des amis des filles nous disaient ouais, en ce moment c'est compliqué, machin. Ouais, mais c'est pas du tout comme ça. Ça n'a rien de comparable avec ce qu'on fait nous. Hein. Vous auriez presque pu monter un business, à faire des visios aux autres enfants et tout, parce que vous étiez à l'aise sur le truc. Même vos filles, à la limite, elles auraient même pu faire des visios avec d'autres en disant bon, allez, je finance 15 € la petite visio pour vous donner 2-3 éléments, puisque elles étaient totalement autonomes. Et enfin, ça, je suppose, quand je dis rien changé, mais en tout cas, sur l'instruction, j'imagine que pour elles. Ça changeait rien quoi. Ça a vraiment rien changé sur l'instruction proprement dit. Là où ça a changé, c'est sur tout ce qu'il y a à côté, et on en parlera aussi, les à côté de l'instruction, puisque l'instruction en famille, malgré ce terme, on est bien sûr en famille, mais on est tellement dans un autre environnement, on rencontre beaucoup de gens, il y a tout un collectif de familles qui sont en IEF partout en France. Et alors nous, on connaît ceux qui sont autour de la métropole lilloise. Et tous ces gens-là, on les voit régulièrement. Et alors, c'est ça que ça a surtout changé à l'époque du confinement. C'est-à-dire qu'on était, comme tout le monde, confinés. Et donc, les activités, aller dans des musées, faire des sorties collectives, etc., ça s'est arrêté du jour au lendemain. Ok, donc ce que tu veux dire maintenant, si on prend la période hors Covid, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de collectif des familles IEF et qui permet des fois même de faire des sorties groupées et j'imagine permettre même des fois de vous libérer d'une charge si vous êtes en train où ils y vont à plusieurs, ou alors c'est tout le temps l'idée d'être tous ensemble et de partager un moment? C'est un peu entre les deux, je dirais. Il y a certains ateliers, quand les filles elles vont faire un atelier d'1h30, un atelier philo, parfois on en profite pour aller faire les courses, par exemple, et puis parfois on en profite pour discuter avec les autres parents qui sont là en train d'attendre la même heure et demie, et voilà, et donc c'est pas l'un ou l'autre, ça dépend des fois. Et donc derrière ça, ma question, elle est, c'est des ateliers que vous financez, c'est des ateliers qui sont faits bénévolement par d'autres parents et puis chacun met à dispo ses compétences, parce que moi ça m'intéresse, vu que c'est un domaine que je maîtrise pas, je trouve qu'il y a une organisation collective qui semble intéressante.
Oui, c'est une grosse organisation. Il y a plein de mamans qui s'investissent justement pour mettre en place ces ateliers et qui passent un temps fou, et c'est super, et qui font appel à des intervenants extérieurs. Donc en effet, il y a un financement à faire. Donc c'est des intervenants, des professionnels, hein, Atelier Europe, voilà. Mais il y a aussi des choses qui sont gratuites. En fait, ça va des ateliers avec des intervenants extérieurs qui sont rémunérés à des ateliers où ça peut être un enfant qui a l'initiative de ça. Par exemple, Lola là, est en train de lancer un atelier court-métrage. D'accord. Donc, voilà, et c'est elle qui organise ça. Donc voilà, là, c'est du gratuit, vrai partage. c'est du vrai partage, ouais. Et voilà. Okay. Et c'est animé par un enfant. D'accord. Voilà. Ça, c'est vraiment... Je découvre un monde parallèle que je ne connaissais pas, donc je suis très content de découvrir ça. Tu vois, juste un autre exemple pour vas-y. Cette semaine, là, c'était mardi, on est allé au théâtre Sébastopol pour des représentations du théâtre en anglais. Et en fait, donc, on avait un petit groupe, on était peut-être genre 4 parents et 10 enfants, ados. On est allé écouter une pièce pendant 2 heures en anglais, une pièce de Sherlock Holmes. Et donc, on était notre petit groupe de 15 personnes au milieu du théâtre Sébastopol, rempli de peut-être 5 ou 6 classes de collégiens ou de lycéens qui étaient venus en bus, etc. Bah, nous, on était un petit peu les spéciaux. Là, mais on était, on fait les mêmes activités que certaines sorties de classe classiques. Quoi. Ok, mais est-ce qu'ils ont fait avec la bienveillance et autres à l'opposé de ce que tu as pu vivre à un moment, si y a la volonté de dire tiens, on pourrait faire ça juste après et autres, j'imagine qu'il y a cette possibilité d'être plus ouvert que dans une sortie où effectivement il y a 2 profs pour 30 élèves et que la seule envie d'un élève c'est peut-être de quitter le groupe, donc le prof doit veiller à ce que... Et là, tous les enfants qui étaient là... les 10 enfants de notre petit groupe qui étaient là, ils avaient tous choisi de venir là. C'est ça. Et Amandine et Lola qui ont participé, en effet, ont eu comme retour, elles entendaient beaucoup d'ados critiquer, se plaindre, casser la pièce, quoi. Parce que je sais pas combien la proportion d'ados qui étaient présents et qui souhaitaient pas être présents, mais elle devait être beaucoup plus élevée que dans ce groupe de 10, en effet, où tout le monde avait choisi de venir, en fait. Ouais, forcément. Je voudrais revenir un petit peu en arrière. Quand vous mettez en place en septembre 2019, c'est quoi vos premiers moments où vous vous dites on a bien fait, et c'est quoi les premières difficultés aussi que vous avez vécues sur ces premiers, cette mise en place? Tout de suite, on se dit qu'on a bien fait quand on voit que le sommeil, par exemple, les filles ont dormi ce dont elles avaient besoin. Enfin, il n'y a plus de réveil à 6h50 ou le réveil il est à 8h15. Ça reste raisonnable, je trouve, dans les deux sens. Quand elles pouvaient approfondir un intérêt, un centre d'intérêt, là on se dit c'est gagné. Et puis là, peut-être les petites difficultés, c'était de jongler entre les 3 niveaux. En fait, le fait que il y ait 4e, CM2 et CE1, c'est des programmes totalement différents. Donc voilà, c'est un petit peu ça la difficulté nous concernant nous. Et puis la difficulté aussi, c'est le contrôle annuel de l'éducation nationale. Ça reste une difficulté parce que c'est une sorte de jugement couperet qui peut... l'issue peut être positive en disant peut-être on y reviendra, vous faites du bon travail, en tant que parent instructeur, vous faites du bon travail. Alors je te rassure, c'est jamais dit dans ces termes-là, c'est déjà beaucoup trop élogieux de le dire comme ça, mais on a vraiment un risque. Je sais pas si tu connais des enseignants et si tu as déjà connu des enseignants dans leur période avant inspection. Il y a une forme de stress quand même important. Nous, on avait la même, avec un enjeu non seulement sur le droit de continuer, mais sur, cet inspecteur ou cette inspectrice avait quelque part entre ses mains notre choix de vie global, quoi. Donc ça, c'est une forme de stress, faut résister un peu. Ouais. Quoi. Je veux bien imaginer, c'est effectivement le pouvoir dans les mains d'une personne, et si elle est bienveillante, ce pouvoir, il a pour objectif de faire progresser, il a pour objectif de développer. Si le pouvoir il est donné dans les mains d'une personne
qui peut avoir une forme de frustration ou des idées préconçues sur certaines choses. C'est ça, il y a le côté un petit peu jugé parti en plus, qui est très déstabilisant pour nous. Ouais, je suis d'accord. Et pour revenir sur ta question, là où on s'est dit on a bien fait, deux exemples concrets me reviennent. Par exemple, Amandine en anglais, c'était compliqué au collège. Et à partir du moment où on est passé en instruction en famille, on l'a laissé, on lui a foutu la paix là-dessus. Et maintenant, elle est en première, elle est en niveau première, et elle a pris en spécialité anglais. Elle adore l'anglais, elle est super bonne en anglais, elle s'est épanouie en anglais. Et ça, c'est marquant. Ça nous a quand même sacrément marqué. Pour Romane, c'est pareil, c'était la lecture, c'était compliqué. Et maintenant, elle lit des Miraculous sans arrêt. Voilà. C'est toutes ces réussites qui nous font dire qu'on a vraiment bien fait, parce qu'elles se sont réappropriées l'apprentissage, en fait. Elles apprennent pour elles et pas pour un adulte. Ok. Et au bout on n'est pas loin des 4 ans maintenant, si je compte bien. C'est ça, on est dans la 4e année. Voilà. Quel bilan vous en faites avant de passer justement à ce changement qui a eu lieu, qui est aussi le fait où on s'est dit, tiens, on va se réunir plus vite que ce qu'on avait imaginé. Au bout de ces 4 ans, qu'est-ce que vous en dites de ce système et on va parler... Pour vos filles, là, on vient d'entendre qu'effectivement c'est positif. On va parler aussi pour vous par rapport à votre activité, votre équilibre de vie, l'équilibre de vie de la famille. Qu'est-ce que vous en faites comme bilan ? Je ne sais pas si je vais pouvoir développer beaucoup, mais le bilan est vraiment positif. En fait, de toute manière, chaque année, donc là on est dans la 4e, mais donc à la fin de chaque année, et même c'est même pas ritualisé à la fin de chaque année, on en parle toute l'année en vrai. Mais c'est vrai que quand même, il y a un instant en fin d'année où on fait un petit bilan. Est-ce que l'année prochaine, vous voulez continuer, les filles, ou est-ce que vous voulez aller voir ce que c'est le collège, aller voir ce que c'est le lycée ? C'est possible. Est-ce que vous voulez, quoi ? Et donc, ces 3 dernières années, la réponse a été non, c'est bien, on continue, on adore. Voilà. Ça, c'est un peu le retour des filles. Le nôtre, c'est oui, on adore aussi. Ça nous a encore plus rapprochés de nos enfants, vraiment de partager tous ces temps d'instruction où on les voit évoluer, où on les voit apprendre des choses. C'est génial de voir un enfant, et en plus quand c'est le tien, apprendre un nouveau truc, s'intéresser à une nouvelle notion, la découvrir, la creuser, etc. C'est vraiment un truc qu'on apprécie tous les deux. Et si un jour elles veulent faire autre chose, il n'y aura pas de problème. Parce que vraiment... Ça me fait penser, après, on y viendra sur les aspects législatifs, etc. Mais quand le ministre de l'Éducation parlait de l'intérêt supérieur de l'enfant, dans sa bouche à lui, c'était des mots. Mais nous, on voit vraiment ce que c'est au jour le jour, l'intérêt supérieur de nos enfants. Hélène, est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce qui a été dit, et d'un point de vue même peut-être aussi équilibre professionnel, quel changement ça a apporté pour vous, puisqu'on a démarré entre guillemets le fait de dire pour pouvoir le lancer, vous avez diminué votre activité de 50%, donc c'est jamais évident financièrement parlant et d'un point de vue équilibre de vie, et aujourd'hui le bilan que vous en faites par rapport à ça? Bilan positif clairement aussi, vraiment on regrette pas du tout d'avoir franchi le pas, d'avoir testé, parce que voilà, on a souvent peur en fait. On se dit si je fais ça et que je me trompe, c'est pas grave. Quand on se trompe justement, on t'a appris que ça te convient pas. Donc surtout ne pas hésiter à essayer. Il y a toujours une marche arrière possible. Et là, on voudrait surtout pas faire marche arrière, quoi. C'est vraiment bénéfique pour les filles, comme disait Rémi. Voilà, on en discute très très souvent avec elles. Elles sont super épanouies. Alors même lors des inspections, les inspecteurs nous font un retour comme quoi ce sont des filles qui s'expriment très très bien, qui ont une curiosité d'esprit, qui sont ouvertes, qui expliquent leur raisonnement, tout ça. Enfin, on a vraiment quand même beaucoup d'éloges sur leur épanouissement. Quand on va chez des amis, c'est pareil, on a des retours comme quoi elles sont très soudées, qu'on a une famille très soudée. Ça crée forcément des liens qui sont super. Et puis pour nous, au niveau professionnel, j'ai envie de dire c'est positif aussi, parce que ça nous a permis de franchir le pas, de quitter la fonction publique, ce qui n'est pas simple en fait. On peut dire ouais, mais t'es fonctionnaire, donc c'était facile. À l'inverse, moi je trouve qu'on est dans une cage dorée. Donc justement, c'est pas facile à quitter, parce qu'on sait ce qu'on quitte.
les avantages qu'il peut y avoir. On sait qu'on est en train de leur dire au revoir, donc c'est pas simple. Et en même temps, on a aussi effectivement cette sécurité d'être en disponibilité, de pouvoir revenir si besoin. Ça, je ne le nie pas non plus. C'est aussi quand même un confort, c'est sûr. Mais donc, ça nous a permis, nous, de nous dire, de réinterroger nos métiers, en fait, et de faire des métiers plus, en tout cas en ce qui me concerne, passion, quoi. Et donc positif, super positif. Okay. Et moi aussi, c'est ma passion, les marchés publics. Juste pour compléter, Fred, dans cet esprit vraiment allez vas-y, puisqu'on est là, parce que je pense pas qu'on est resté sur la période qui a duré quand même un an, qui est une période longue, où on était à 50% chacun en quinconce. Ensuite, il y a eu la période Covid, etc. Mais au bout d'un an, on a quand même réussi à développer, et toi et moi, notre activité, de telle sorte qu'on a pu passer en disponibilité complète de la fonction publique. Exact, et donc, de passer à 100% sur nos activités professionnelles, chacun de notre côté, et donc de ne plus être en quinconce, parce que ça a quand même été une période spéciale. Il faut s'imaginer les enfants avec un des deux parents pendant 2 jours et demi, et avec l'autre des deux parents pendant les 2 autres jours et demi. Ça a été une période compliquée. Donc heureusement, elle a duré qu'1 an. Mais voilà, donc c'était pour juste aller un petit peu plus loin dans l'histoire. On est vraiment là depuis 2 ans et demi, à 100% sur nos activités professionnelles à domicile, et sur l'instruction aussi en famille. Ça, il faut dire bravo, parce qu'effectivement, développer une entreprise et en même temps... apporter de la liberté aux enfants, et pour moi c'est avant tout de la liberté d'apprendre, de s'instruire, etc. autrement. C'est 2 super beaux objectifs atteints, et bravo, quoi. Chapeau. L'un des sujets, c'est que effectivement il y a, et je l'ignorais, donc maintenant je suis plus au courant, il y a eu un changement dans la loi. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu et nous dire qu'est-ce que ça impacte en termes d'approche par rapport à l'instruction en famille, par rapport à avant? Alors le changement, il est vraiment majeur, puisque, comme je disais tout à l'heure, pour faire l'instruction en famille, on avait juste une obligation, c'était de déclarer. Donc on ne pouvait pas faire ça dans le dos des autorités au sens large. Mais par contre, donc voilà, à l'époque, il fallait déclarer. Depuis maintenant 1 an, il ne suffit plus de déclarer, il faut demander l'autorisation. Okay. Et alors, demander l'autorisation à qui? Évidemment, à l'Éducation nationale. D'accord. Et donc, c'est l'Éducation nationale qui a le pouvoir de te dire oui, tu as le droit, ou non, tu n'as pas le droit. D'accord. Et ça, c'est le résultat de tout un process législatif sur lequel on peut revenir vraiment rapidement, parce que c'est pas non plus à la fois c'est pas le cœur du podcast, mais c'est tellement révélateur de ce que les familles comme nous, et vraiment il y en a beaucoup, donc il y a 60 000 enfants à peu près en France qui faisaient l'instruction en famille, et donc tout ça a démarré par un discours de Emmanuel Macron le 2 octobre 2020. Et ce jour-là, donc on l'a entendu, on était sous le choc. C'est vraiment, il nous est tombé dessus un truc qu'on n'avait pas demandé, que personne évidemment n'avait demandé. Et donc ce jour-là, il a déclaré que l'instruction en famille allait être réduit. Le droit de faire l'instruction en famille allait être réduit à des impératifs de santé et d'enfants en situation de handicap, etc. Et donc on a tout de suite compris ce qu'il fallait comprendre, on avait pas mal compris, c'est qu'il voulait interdire à des familles comme nous de faire ce qu'on fait. On a commencé à se mobiliser dès cet instant-là. On a pu aussi beaucoup s'appuyer sur un des députés qui était à l'Assemblée nationale à ce moment-là, qui s'appelle Grégory Labille, qui était un ancien instituteur, ancien directeur d'école et député, et qui lui avait été convaincu que l'instruction en famille était un droit salvateur, entre guillemets. Et donc voilà, on a participé comme on pouvait à cette époque-là, qui en plus était Covid. Et puis on a suivi le processus législatif. Et donc cet impact sur le droit de faire l'instruction en famille, il était noyé dans ce qu'ils appelaient la loi séparatisme.
Et donc, amalgame énorme entre des familles qui font l'instruction en famille et des familles qui n'instruisent pas leurs enfants, mais qui les utilisent, qui les instrumentalisent, etc. pour d'autres objectifs. Et donc, c'est déjà hyper difficile à vivre, hein, d'être mis dans le même panier que des séparatistes. Et puis voilà, donc le combat a commencé à ce moment-là. Donc vous vous retrouvez en fait dans la même case que des extrémistes qui font en sorte de ne pas mettre à l'école parce que l'école instruit d'une mauvaise manière entre guillemets par rapport à leur vision de la vie, ce qui n'est pas du tout le cas de la majorité, je suppose, hein, des personnes qui sont dans l'instruction en famille. Ok. Donc vous êtes Enfin, pour moi, c'est une conséquence collatérale, quoi. C'est pas une volonté du jour au lendemain de s'attaquer à ce sujet en disant les enfants instruits en famille sont mal instruits. C'est plutôt on a un danger, donc on fait une croix sur une possibilité qui existait. On fait une croix sur une possibilité et on n'atteint même pas la cible en plus en faisant ça, puisque les séparatistes ne se déclarent pas en IEF en fait. Ils ne sont pas déclarés. À l'image, on a vraiment pris l'image de la punition collective. Ouais. Dans une classe, il y en a un ou deux qui font une bêtise, et ben l'enseignant va punir tout le monde. Et ben voilà, on a eu vraiment ce sentiment-là. Et c'est un peu notre mode de fonctionnement en France aussi, hein. On a souvent cette habitude-là, hein, pour plein de raisons. Enfin, on a cette force de faire de l'amalgame et on a cette force de faire la punition collective. C'est-à-dire, on va dire, l'amalgame, c'est ce qu'on rigolait quand on avait fait le podcast, si je ne me trompe pas, mais on avait dit on est des entrepreneurs et pourtant on ne roule pas en Ferrari. L'amalgame, c'est patron égale plein d'argent. Si on prend la majorité patron en France aujourd'hui, je pense qu'il y a une grosse majorité qui roule pas en Ferrari et certains roulent pas du tout. Ils n'ont pas de voiture parce que justement, financièrement, c'est pas évident tous les jours en ce moment. Donc voilà, c'est un peu cet amalgame-là qui a été fait pour vous aussi. Et puis pour reprendre vraiment des chiffres sans aller trop dedans, mais en octobre 2020, quand il annonce ça, 4 mois avant, le ministre de l'Éducation de l'époque, Blanquer, défendait devant le Sénat et devant l'Assemblée nationale le fait que l'instruction en famille n'était pas un problème, puisque 98% des contrôles faits par les inspecteurs de l'Éducation nationale étaient positifs. Donc c'est vraiment ça. En juin 2020, 98% des gens qui le font bien, tamponné Éducation nationale, et en octobre 2020, monsieur décide, faut que ça s'arrête. Ce qui est encore plus... je pense qu'on est pas mal dans l'ignorance et c'est beaucoup de décisions politiques sont liées aussi à cette ignorance. C'est qu'aujourd'hui, en entendant tout ce que vous m'expliquez, que moi je ne connaissais pas, j'ai presque envie de dire, je suis hyper rassuré par l'instruction en famille. J'étais pas inquiet, hein, je veux être honnête avec vous, mais le fait de savoir qu'il y a en plus un réseau derrière qui organise, qui fait que la seule question qu'on pourrait avoir, ça va être sur la sociabilité des enfants. Quand on voit qu'il y a ce réseau derrière, en fait, voilà, la réponse, elle est faite et elle est très claire. Alors après, il y a aussi le bon vouloir de chaque parent. Mais j'imagine que si on décide de prendre son enfant et de le mettre à domicile, c'est qu'il y a eu une réflexion avant, quoi. C'est assez rare, je pense, que ça vienne d'un coup de tête. Et puis vraiment, il y a des profils de familles différents. Enfin voilà, nous, on a ce profil-là. Il y a d'autres familles qui, comme tu disais peut-être au début, qui n'envisageraient même pas de mettre leur enfant à l'école. Surtout depuis que c'est 3 ans. À 3 ans, c'est obligatoire. Il y a des familles qui se disent, non, moi, de 3 à, je ne sais pas, à 6, 7, 8, je vais faire à la maison, ça va aller, quoi. Et en fait, ces familles-là n'ont plus le droit. Et c'est pas forcément des familles aisées, c'est parfois même l'inverse. Des familles vraiment en grande précarité qui se disent, non, moi, l'école, ça va me coûter trop cher. Je vais le faire moi-même. Et ma question, c'est par rapport à la loi, ça vous a obligé, vous, aujourd'hui, à demander l'autorisation et être soumis au fait que du jour au lendemain, vous puissiez une année le demander et avoir un refus ? Alors, ça va être ça. Alors, ils ont, pour, entre guillemets, faire passer plus facilement la loi, ils ont fait une sorte de dérogation qui permet aux familles qui le faisaient avant et qui avaient eu des contrôles positifs d'avoir une sorte d'autorisation de droit pour 2 ans. Donc, c'était soi-disant une mesure positive, mais en fait c'était une mesure
qu'on pourrait qualifier de manipulatoires pour que les familles, pour séparer les familles, entre guillemets, pour que les familles qui étaient déjà en IEF, elles se disent, bon, bah allez, j'ai gagné 2 ans. Et en fait, on n'a rien gagné, mais on va bientôt le savoir. Et puis que les autres familles se disent, ah bon, donc moi, je dois tout de suite demander, etc. Donc, voilà. Donc, nous, personnellement, on est dans cette dérogation pour 2 ans. Donc, c'est pas... Donc, en mars de l'année dernière, on a dû demander l'autorisation, mais en cochant la case, on a eu des contrôles positifs, donc on était sûr de l'issue. On a eu notre autorisation. Ça, c'était en 2022. En mars 2023 qui arrive, on n'a pas besoin de faire la demande d'autorisation. Mais voilà, c'est l'exception. Et en mars 2024, on doit demander l'autorisation, comme tout le monde. Donc en septembre 2024, entre guillemets, le couperet peut tomber et vous obliger à mettre... Voilà. Et en plus, le pire, j'imagine, c'est que ça puisse toucher une ou deux de vos filles et pas l'autre ou inversement. Exactement. Et bien ça, tu fais bien de parler de cet exemple-là. Les familles qui étaient... qui n'étaient pas dans notre situation, donc qui en mars 2022 ont demandé l'autorisation. Non, tu vois, il y avait des familles où il y avait leur premier enfant, il était déjà en IEF, et donc il avait l'autorisation de droit. Ah oui, donc il y a l'autre enfant qui arrive. Et leur deuxième enfant, il n'est pas de droit, donc il demande l'autorisation, et à lui, ils disent non. Donc, et ces cas-là, ce sont vraiment... Alors, il y a eu environ, parce qu'il n'y a pas de chiffre, voilà, il y a eu environ 50% de refus sur ces demandes d'autorisation, y compris à des familles auxquelles l'éducation nationale disait pour l'aîné c'est ok et pour le plus petit ou la plus petite c'est non. On arrive dans des aberrations comme ça. Il n'y a pas, entre guillemets, il n'y a pas de mots et il n'y a pas de développement à faire sur ce genre de situation parce qu'effectivement toute la philosophie qu'il y a derrière et tout ce que vous avez expliqué qui a du sens, en tout cas pour moi ça a du sens, peut-être que pour certains politiques ça en a moins, mais pour moi ça a du sens. Et j'aurais presque envie, alors je ne vais pas terminer là-dessus, mais en tout cas je trouve que quand tu as parlé à un moment de dire je peux retirer mon enfant, ce qui était le cas avant, l'après-midi même de l'école, moi ça m'a tilté sur un ou deux trucs. Ça m'a tilté sur un ou deux cas de harcèlement scolaire qui a fini en suicide pour l'enfant. Ce que tu expliquais en disant on va pas pousser le vice jusque-là, mais en fait presque si. C'est l'idée de dire que l'instruction en famille aurait peut-être pu sauver un ou deux enfants que je retire aujourd'hui. Donc j'ai compris que dans la loi, la santé pouvait être un des éléments, mais on sait que le dossier peut quand même être refusé même s'il y a un problème de santé. Donc on peut obliger un enfant qui est vraiment mal dans sa peau à retourner à l'école alors que l'instruction en famille pourrait peut-être le sauver. Donc, tout à fait. Et puis vraiment le motif santé, le mal-être conséquence du harcèlement n'est pas un motif de santé, pour ton information. Oui, mais je me doute, le motif de santé, c'est autisme, voilà, ces choses-là. Okay. C'est pas, Et c'est là où c'est très questionnant parce que cette loi, en effet, donc, a pour but d'interdire l'instruction en famille. Sauf, c'est le motif 3, c'est ça, Rémi pour les motifs de santé, non 1. C'est le motif 1. 1, c'est santé. Le motif 1, donc c'est sauf pour raison de santé. Ouais. Donc, moi, je trouve que ça interroge vraiment sur la société qu'on veut, c'est-à-dire l'éducation nationale pour tout le monde obligatoire. Par contre, les personnes en situation de handicap, c'est bon, vous pouvez rester chez vous, l'éducation nationale ne vous accueille pas. Je trouve ça très, très questionnant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je vais peut-être rappeler ce qui est écrit. C'est, le 1, c'est état de santé de l'enfant. Le 2, c'est situation de handicap de l'enfant. Donc, effectivement, on le sépare même de l'état de santé. Ouais. Le 3, c'est pratique d'activités sportives ou artistiques intensives de l'enfant. Donc là, on accepte. Itinérance de la famille en France. Puisque effectivement, j'en parlais en off, mais j'ai rencontré une personne qui avait décidé pendant 1 an d'aller faire le tour de l'Europe avec ses 4 enfants. Et il a un peu galéré a priori pour avoir les autorisations pour les 4, parce que forcément, si vous partez avec vos enfants normalement. L'autre point, c'est éloignement géographique de tout établissement scolaire public, existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, intégrité physique ou morale de l'enfant menacé dans son établissement scolaire. Donc là, on pourra avoir cette histoire de harcèlement, mais encore une fois, soumis à une personne. Donc, si le jugement dit... le jugement,
Oui, si, puisque à partir du moment où je décide, je juge de quelque chose, et soumis à bon, non, en fait, il n'y a pas réellement, c'est un mauvais motif et je renvoie l'enfant. Bah, demain, il pourrait y avoir des personnes qui auront des suicides sur la conscience, entre guillemets. Donc, oui, j'avais pas vu l'instruction en famille avec cet échappatoire par rapport au harcèlement scolaire, mais vu toutes les problématiques aujourd'hui, je trouve qu'on est sur deux sujets. Et encore une fois, on a pris une loi pour régler un problème qui, en fait, ne règle pas le problème et ne va pas dans le bon sens. Et vraiment, nous, on a utilisé l'instruction en famille un peu comme un mode de vie. Mais c'est plutôt rare. Ouais. Il y a au moins la moitié, je crois que c'est plus de la moitié des enfants qui sont en instruction en famille que de manière passagère. D'accord. Pour échapper à quelque chose ou pour changer temporairement et qui vont retourner dans le système scolaire. Ça va durer 1 an ou 2, etc. Une bonne majorité des cas sont plutôt comme ça, quoi. Ouais, ce que tu veux dire, c'est que là, vous, ça vous impacterait parce que vous avez votre mode de vie, mais pour d'autres, c'est encore pire, c'est que c'est une bouée de sauvetage, quoi. Et si on met des règles sur une bouée de sauvetage, je ne t'enverrai la bouée que si tu me fais 5 gestes. J'arrive plus à nager. Bon, bah, trop pillé, t'as pas fait les 5 gestes. Voilà, c'est un peu si on pouvait résumer ou imager le truc, ça serait un peu ça. Ouais. Ouais. Pour moi, l'instruction en famille, c'est des parents hyper investis en fait dans l'éducation de leurs enfants, et d'attaquer ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Lors de notre dernière inspection, il y avait donc un inspecteur et une professeure qui nous a dit mais vous êtes super investis, c'est génial. Nous, on a plein de parents de collégiens scolarisés qui ne les suivent pas du tout, et on aimerait avoir des parents comme vous qui s'investissent. Elle a même essayé à un moment de nous recruter pour devenir professeur à la fin quand on ne fera plus l'instruction en famille. Enfin voilà, elle était vraiment épatée par l'investissement qu'on pouvait avoir auprès de nos enfants, et c'est ce que les professeurs veulent, et c'est ce que la loi nous interdit. Enfin voilà, il y a plein de... C'est pas logique en fait. Je pense qu'on pourra en parler des heures, hein, mais pour avoir parlé avec des profs hyper motivés, le système est très complexe. Donc forcément, la motivation au bout d'un moment, elle baisse. Et l'autre problème aussi derrière, effectivement, je rejoins, c'est que je pense qu'aujourd'hui, nos problèmes qu'on voit, et moi je les constate aussi, dans le monde professionnel, parce que ça a des conséquences à la fin de l'éducation sur le monde professionnel. Je pense qu'il y a un désinvestissement des parents sur ce qui ne va pas, quoi. C'est-à-dire que moi, je vais prendre juste l'exemple, quand mon fils m'envoie un SMS avec une faute d'orthographe, je lui renvoie avec le truc en disant tu voulais dire ça, ou il y a un truc, relis-le. Au fur et à mesure qu'il grandit, je fais exprès de lui dire relis. Mais parce que pour moi, c'est pas que je veux pas tolérer, mais c'est que je pense qu'on a ce rôle-là aussi, de dire j'ai vu un truc qui va pas, je dois le signaler. C'est ce que vous faites au quotidien, et on va pas vous laisser le truc. Je vais pas m'apesantir parce que sur l'éducation, je pense qu'on pourra en parler des heures. Mais en guise de conclusion, on a parlé de ce bilan des 4 ans, mais s'il y avait une personne qui vous posait la question de avant-après, en 2-3 mots, qu'est-ce que vous diriez par rapport à vous en tant qu'adulte, ou même vos enfants? Enfin, choisissez un peu l'angle, mais qu'est-ce que vous diriez? C'est quoi les trucs les plus forts qui vous restent à l'esprit de cette prise de décision? Avant de faire le bilan, je voudrais juste donner des petits éléments d'actualité, parce que donc on a parlé de cette nouvelle loi qui a changé profondément les règles. Et en fait, cette nouvelle loi, alors précisément c'est l'article 49 de cette loi contre le séparatisme, qui s'appelle même pour le respect des principes républicains. C'est quand même d'un certain goût. Donc en fait, comme je disais tout à l'heure, au moment du process législatif, on s'était mobilisé. Et en fait, on reste mobilisé, même si cette loi est promulguée, en application. On se bat toujours pour essayer de la faire changer, d'abroger cet article 49. Et donc, il y a un collectif. En fait, il y a des collectifs partout en France. Alors, moi, je peux vous parler évidemment un peu plus du collectif des Hauts-de-France, qui mène des actions de rencontre des élus, soit des maires. On va rencontrer les maires de nos communes, on va rencontrer les députés de nos circonscriptions pour les sensibiliser, parce qu'en fait, cette loi, elle a été votée à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais il y a beaucoup d'élus de ces deux chambres-là qui ont voté sans vraiment connaître
la situation, sans connaître des gens, des vrais gens qui sont concernés. Et donc voilà, nous on mène ces actions-là, donc ça nous prend là aussi encore beaucoup de temps, mais on se doute, mais on se... Moi j'imaginerais pas ne rien faire. Moi j'ai quelque part, je l'ai déjà dit aux filles, hein, j'ai parfois un sentiment de honte d'avoir été parent à cette époque-là, au moment où cette loi a changé. Moi si je me projette dans 30 ans, ou même dans moins, hein, dans 15 ans, quand nos enfants auront des enfants, eh ben, ce droit-là, ils ne l'auront plus. Et ce sera en partie de notre faute. Ok. Et est-ce qu'il y a des députés qui ont agi pour vous? On en a parlé tout à l'heure, un député qui connaissait un petit peu le sujet. Mais si vous voulez citer des personnes qui ont agi pour vous, ou le nom du collectif pour que des parents... Je suppose qu'a priori, le maillage fait que les parents qui sont en instruction en famille sont au courant de tout ça, mais en tout cas, si vous voulez mettre en lumière une personne ou deux qui agissent positivement pour vous, faut y aller, parce que je trouve qu'on met pas assez en avant, on met pas assez en lumière les gens qui font des choses positives. J'ai pas de nom d'élus précisément à mettre en avant, mais en effet, je peux redire que nous, on est mobilisés dans le collectif des Hauts-de-France, collectif IEF des Hauts-de-France. Okay. Et puis on est aussi soutenu pas mal par... Il y a pas mal d'associations qui promeuvent l'instruction en famille. Et celle que je citerai, c'est l'EDA. D'accord. Les enfants d'abord. Ok, très bien. Qui sont aussi très actifs. Qui étaient très actifs déjà il y a 10 ans, il y a 15 ans, qui ont toujours été actifs, mais qui ces dernières années ont changé leur priorité, parce que la priorité, c'est de retrouver cette liberté d'instruction, quoi. Ok, voilà. Très bien. Merci d'avoir précisé tout ça. Et donc là, en bilan, qu'est-ce que vous diriez en quelques mots sur s'il y a une ou deux choses qui devaient ressortir un petit peu à la surface pour vous personnellement et pour vos enfants? C'est quoi les... Alors, moi, mon bilan, ce serait, ce que j'ai envie de dire comme mot de la fin, ce serait que il faut garder cette liberté de choisir le système éducatif, que ce soit école publique, école privée, école démocratique, instruction en famille, ça ne devrait pas être l'un contre l'autre. Il faudrait garder cette diversité, parce que qui dit diversité dit richesse, et on est en train de parler de l'épanouissement de nos enfants, donc je ne pense pas qu'un seul modèle puisse y répondre. C'est plusieurs modèles différents qui peuvent répondre, puisque tous nos enfants sont différents, donc il faut vraiment garder une variété et ne pas s'enfermer dans un modèle unique. On est en train de parler de futurs adultes et on veut qu'ils soient épanouis, donc il faut garder cette diversité. Il n'y a pas une bonne réponse, il y en a plusieurs, quoi. Je suis d'accord, et puis on sait que notre système, quoi qu'il en soit, il y a des carences. Quand on regarde les voisins, on sait déjà qu'il a des carences, donc si en plus on ne permet pas d'avoir d'autres systèmes à côté, c'est compliqué. Si on n'en garde qu'un seul et qu'on dit c'est celui-là, alors qu'on sait déjà qu'il a des carences, on en est tous conscients. Ouais. Bon, il y en a un qui a dit le mammouth, et puis depuis plus là, mais voilà, c'est une réalité. Et ça me fait penser à une interprétation, enfin je ne sais pas comment il faut noter ça, mais en résumé, on peut dire que via cette loi, mais pas seulement cette loi, enfin via cet article, le gouvernement, enfin l'État au sens large, a choisi plutôt que de rendre l'école meilleure, donc de mettre plus de moyens, plus de profs, enfin voilà, d'aider les profs, parce qu'il y a tellement de profs qui sont de bonne volonté, etc. Et malgré tout, le résultat, il n'est pas là. Donc plutôt que de rendre l'école meilleure, ils ont préféré la rendre obligatoire. Très bonne image. Je pense qu'on va en rester là. C'était un épisode hyper instructif pour moi. Vraiment, j'avoue que au-delà de l'instruction en famille, on a parlé d'éducation et je trouve que ça a du sens. On a parlé d'entrepreneuriat. On a parlé d'entreprendre avec un vrai sens derrière, en disant je me fais plaisir et puis je change de paradigme pour ma famille, etc. Donc vraiment, il y a eu plein de sujets dedans, donc une vraie richesse dans ce podcast. Donc Hélène, merci. Rémi, merci beaucoup. Merci à toi, Fred. Et merci d'avoir relancé le sujet la dernière fois, puisque c'est par l'échange où tu m'as dit il y a eu un changement dans la loi qu'on s'est dit allez, on précipite l'engagement qu'on avait pris. Donc merci à vous deux. Et puis bonne instruction à vos enfants jusqu'au moins sur septembre 2024, et puis on va croiser les doigts pour la suite, et puis peut-être pour le fait que cette loi soit abrogée, soit au moins modifiée, permettant
d'être un petit peu moins sanction pour les gens qui le font bien et ne pas essayer de trouver un système punitif pour des gens qui font les choses bien. Voilà, ce serait une bonne chose. Merci Fred. Au plaisir. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcasts, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.